Parker Schnabel ne renvoie pas Taven Peterson au milieu de la saison pour cause de paresse, ni à cause d'une erreur catastrophique avec l'équipement. La raison est plus profonde que cela, plus nette et plus difficile à contester. Il le renvoie pour quelque chose de bien plus dangereux sur une opération serrée et sous haute pression, parce que Taven croit qu'il en sait plus que le patron. Taven n'est pas un fainéant. Il se présente, il travaille, il déplace des mètres sérieux, poussant la terre avec le genre d'effort qui devrait mériter le respect. Mais alors, il franchit une ligne qui n'est pas écrite sur un tableau de règles. Il commence à compter ses charges, à annoncer ses chiffres, à les brandir comme la preuve que sa façon de faire est la meilleure, comme si Parker devait se tenir à l'écart et l'admirer. Et pour Parker, c'est suffisant. Comme ça, la décision tombe. Il dit à Taven de partir et Taven s'en va. Sorti tout droit de l'une des jeunes exploitations minières les plus prospères du Klondike, soudainement sans emploi, ne portant rien d'autre que son équipement et le poids d'une réputation qui n'est désormais plus recommandée par l'un des plus grands noms du monde des mines d'or. Laisser partir quelqu'un n'est jamais facile, même pour quelqu'un comme Parker qui a passé des années à prendre des décisions difficiles. Mais ce n'est plus une question d'effort, c'est une question d'alignement. Il s'agit de faire partie d'une équipe qui avance comme un seul homme, et aux yeux de Parker, Taven ne fait pas partie de cette équipe. Pas vraiment, pas de la façon dont ça compte. Il n'y a pas d'alternative, pas de deuxième version de la conversation où les choses se déroulent différemment. Juste une vérité brutale livrée sans douceur, vous n'avez pas votre place ici. Et si vous n'avez pas votre place, vous ne travaillez pas ici. Alors Taven fait la seule chose qu'il peut faire, il monte dans son camion, tourne la clé et commence à conduire à travers le Yukon d'une exploitation rivale à l'autre, s'arrêtant aux portes, frappant, attendant, espérant que quelque part, quelqu'un s'ouvrira et lui donnera une autre chance. Ce qui se passe ensuite est quelque chose que personne dans l'équipe, que personne ne regarde, n'a vu venir. Le tir lui-même arrête déjà tout. Il n'y a pas d'accumulation, pas de relâchement prudent dans le moment. Parker ne tourne pas autour du pot ou ne l'habille pas avec de longues explications sur ce qui aurait pu se passer différemment. Il n'essaie pas d'adoucir l'impact. Il le dit directement, clairement et définitivement. On vous laisse partir, c'est tout. Le genre de livraison qui vient de quelqu'un qui a pris des décisions comme celle-ci depuis qu'il était adolescent, en dirigeant la mine de son grand-père, apprenant tôt que l'hésitation coûte plus cher que la dure vérité. L'accusation porte sur l'attitude. Pas la paresse, ni l'incompétence. L'attitude, le genre qui sape discrètement l'autorité qui transforme chaque instruction en quelque chose à évaluer, à ajuster, à améliorer sans permission. Parker demande qu'un travail soit fait d'une certaine façon. Taven écoute, acquiesce, puis le fait quand même à sa façon. Et quand c'est fait, il ne se contente pas de passer à autre chose. Il compte, il fait un rapport. Il met les chiffres sur la table comme s'il s'agissait de preuves dans un dossier qu'il est en train de monter, la preuve qu'il avait raison depuis le début. On peut voir la frustration monter chez Parker, pas d'un seul coup, mais par couches successives. Il pose une question simple qui fait cela sur l'opération de quelqu'un d'autre. Il a donné à Taven du temps, plus que du temps, des semaines de chance. Semaine après semaine, on voit le même schéma se répéter, la même résistance tranquille, déguisée en initiative. Chaque équipe devient un autre exemple, un autre moment où l'instruction et l'exécution s'éloignent l'une de l'autre. Lorsque la conversation arrive enfin, elle est réduite à sa plus simple expression. Parker lui dit clairement que son attitude ne fonctionne pas ici, qu'il passe pour un « je sais tout », qu'à chaque fois qu'on lui demande de faire quelque chose, il agit comme s'il le faisait mieux à la place, et c'est le point de rupture. Taven réplique presque immédiatement. Il dit qu'il essayait d'aider, qu'il pensait à l'avenir, qu'il croyait que ces chiffres avaient de l'importance, que les partager était une contribution, pas un défi à l'autorité. Mais c'est justement là que le bat blesse, car pour Parker, l'intention ne compte pas autant que le résultat. Et le résultat est clair. Les instructions ne sont pas suivies comme elles devraient l'être. Le système n'est pas respecté. Et pire, il est remis en question en temps réel, alors que le travail est toujours en cours, alors que les enjeux sont toujours élevés. Taven insiste sur le fait qu'il ne se vantait pas, qu'il ne faisait qu'énoncer des faits, qu'il était fier de ce qu'il avait accompli. Mais même à ce moment-là même, alors que la conversation s'effiloche, il continue à faire la même chose. Expliquer, justifier, faire avancer son point de vue. Parker essaie d'y couper. Il le souligne directement. En ce moment même, Taven fait la même chose que ce qui l'a fait virer. Il continue d'argumenter. Il n'écoute pas. Il essaie de prouver quelque chose au lieu d'écouter ce qui est dit. Taven dit qu'il comprend, mais il continue de parler. Il continue de revenir en arrière.
Il continue d'essayer de remodeler la conversation de façon à ce qu'elle puisse encore sauver sa position. Mais rien n'y fait, la décision est déjà prise. Enfermé, final. Parker lui dit de faire ses bagages et de partir. Taven insiste encore. Parker se répète, encore et encore. Il faut plusieurs fois le même message délivré encore et encore pour que Taven s'arrête, qu'il rassemble ses affaires, qu'il dise qu'il a fait de son mieux et qu'il s'en aille. Les caméras n'en ratent pas une seconde. Et ce qui rend ce spectacle si difficile à regarder, ce ne sont pas les cris ou la colère, c'est leur absence. Deux personnes dans la même pièce, se parlant l'une à l'autre, l'une détenant l'autorité, l'autre s'accrochant à des mots qui ne changent plus rien. Finalement, les mots viennent à manquer. La porte se ferme. Et l'on a l'impression que cela devrait être la fin de l'histoire. Mais ce n'est pas le cas. Parce que la suite est quelque chose à laquelle presque personne ne s'attend. La plupart des gens dans la situation de Taven partiraient, rentreraient chez eux. Mettre de la distance entre eux et le Klondike, prendre le temps de respirer, de se ressourcer, de réfléchir à la suite, loin de la pression et du bruit. Mais Taven ne peut pas faire ça, même s'il le voulait. Rentrer chez lui coûte de l'argent qu'il n'a pas. Et la saison de l'or n'attend pas. Quand c'est fini, c'est fini. Il se tient donc là, à l'extérieur de l'exploitation de Parker, pas vaincu, pas brisé, mais déjà tourné vers l'avenir. Il parle d'un nouveau chapitre. Il dit qu'il va trouver du travail, qu'il aime trop les mines d'or pour s'en éloigner. Il y a quelque chose dans la façon dont il le dit, quelque chose de stable, comme si la décision avait déjà été prise en interne et que tout le reste n'avait plus qu'à se mettre en place. Il monte dans son camion et commence à rouler, parce que le Klondike est petit. Plus petit qu'il n'y paraît sur une carte. Les opérateurs se connaissent, les équipes se déplacent d'un site à l'autre. Les histoires voyagent plus vite que les machines. Et une nouvelle comme celle-ci, quelqu'un qui se fait virer par Parker Schnabel, se répand rapidement. Tout le monde saura d'où vient Taven. Tout le monde saura pourquoi il est disponible. Et Taven le sait aussi. Il se rend de toute façon à l'exploitation. Une porte, puis une autre. Il s'arrête, descend du camion, se dirige vers la personne qui travaille, à l'avant de la propriété, se présente, dit qu'il est un chercheur d'or, qu'il cherche du travail. Pas de discours préparé, pas de relations internes. Juste une demande directe d'un homme qui n'a rien à perdre en demandant. Certaines opérations ne mordent pas. Peut-être qu'ils sont au complet. Peut-être que la nouvelle leur est déjà parvenue. Peu importe, car Taven sort déjà de cette allée et se dirige vers l'adresse qui figure sur la liste qu'il construit dans sa tête tout en conduisant. Il le décrit simplement, il regarde autour de lui, voit qui est prêt à embaucher un nouveau chercheur d'or. Se rend dans la mine d'or de quelqu'un et frappe à la porte. Le temps que la caméra le rattrape, il fait déjà tourner l'usine de nuit. Une petite équipe, lui, et un autre homme qui reste cohérente, qui nourrit tout le monde, qui s'assure que les rochers sont lavés tant qu'ils le peuvent. Quelqu'un a ouvert une porte. Une nouvelle équipe, une nouvelle chance. L'exploitation qui donne une chance à Taven est Scribner Creek, dirigée par Kevin Beats, fils de Tony Beats, la légende bruyante et acharnée qui a bâti un empire à Paradise Hill grâce à une détermination sans faille et à une volonté infinie de déplacer des quantités impossibles de terre. Kevin s'est forgé sa propre réputation à Scribner Creek en faisant tourner l'usine de lavage 24 heures sur 24. Et cette saison, il mise beaucoup sur une nouvelle coupe appelée Sphinx. Le montage du Sphinx est tout à fait nouveau. Personne ne sait encore exactement ce qu'il contient. Le prochain montage sera une décision importante, car j'espère qu'il nous mènera jusqu'à la fin de la saison. J'espère vraiment que cela va payer. Je pense que nous allons l'appeler la Coupe Sphinx. Kevin l'a poussé sans relâche pendant 2 semaines, et le jour de la pesée arrive à grands pas. Il a besoin d'un personnel complet dans son usine, et d'une alimentation 24 heures sur 24 d'ici là. Il place Taven dans l'usine de lavage dès la première équipe. Ce n'est pas une petite mission. L'installation de lavage est le centre de toute l'opération, la machine qui traite les matières premières et capture l'or. On n'y place pas quelqu'un qui apprend encore le fonctionnement de l'opération, sauf si l'on pense qu'il est capable de s'en occuper sans que quelqu'un se tienne au-dessus de lui. Kevin observe la façon dont Taven se déplace dans la machine. Il l'y maintient. Dès le premier jour, Scribner Creek semble différent pour Taven de tout ce qu'il a connu sous Parker. L'équipe l'accompagne dans l'installation au lieu de lui assigner simplement une tâche. Ils expliquent comment l'alimentation est gérée, pourquoi le débit d'eau est ajusté à certains moments de la chaîne où les points problématiques ont tendance à apparaître après le passage de matériaux lourds.
Personne ne donne d'ordre et ne s'attend à une exécution parfaite de la part d'un homme qui n'a jamais vu cette machine auparavant. Taven dit que tout le monde a été très accueillant, lui a appris beaucoup de choses, lui a montré comment ils font les choses ici, en se tenant à côté de l'installation de lavage en marche en la regardant bouger. Il dit l'apprécier. L'équipe le traite comme quelqu'un qui mérite d'être formé et personne ne lui a encore dit de partir. Il dit qu'il est très fier de son travail et qu'il veut faire partie d'une équipe gagnante. Il sait qu'il doit faire ses preuves. Il est tenu en laisse et il sait exactement ce que les dernières semaines lui ont coûté et ce que cela signifierait de les revivre. Il dit qu'il ne veut absolument pas se faire renvoyer une nouvelle fois. Cette ligne est différente après ce qui se passe 10 heures après le début de sa première garde de nuit. 10 heures après tout s'arrête. C'est dans l'équipe de nuit que l'on découvre ce qu'est une personne. L'équipe de jour rentre chez elle et l'encadrement s'amenuise. Les machines continuant de faire passer le même gravier dans les mêmes sluice box sous le même ciel gris du Yukon, mais moins de personnes les regardent faire. La marge d'erreur est identique à celle de l'équipe de jour. Le support sur le terrain est 2 fois plus petit. Taven en est à sa 10e heure de travail de nuit pour Kevin Beats, lorsque l'usine de lavage s'arrête de fonctionner. Il fait partie d'une équipe réduite juste lui et un autre homme. L'alimentateur se comporte mal. Il s'approche pour vérifier qu'on tourne l'angle de la machine et s'arrête. Il découvre un rocher dans la trémie. Il le dit à voix haute, plus pour lui que pour les autres. Le gros rocher a glissé à travers les barres du Grizzly. La lourde grille d'acier qui traverse le haut de l'alimentateur est spécialement conçue pour filtrer les matériaux trop volumineux avant qu'ils ne se coincent ou n'endommagent l'équipement situé en dessous. On dirait qu'un gros rocher a traversé les Grizzlies. Je ne sais pas comment ils ont réussi à se frayer un chemin à travers les Grizzlies de cette taille, et les Grizzlies sont de cette taille. Je pense que nous allons devoir enchaîner ce gros rocher au Grizzly. Oh oui. Alors utilisez le pouvoir de la saleté pour vous détendre, espérons-le. Oui, exactement. Des mois de course acharnée ont déformé ces barres. La géométrie s'est déplacée. Des espaces qui devraient être serrés se sont élargis juste ce qu'il faut. Cette pierre particulière, près de 100 livres de pierre massive du Yukon, a trouvé exactement le mauvais espace au mauvais moment et est tombée directement dans la trémie. Elle est maintenant coincée contre le convoyeur d'alimentation et toute l'usine est silencieuse. Sa première nuit. Une équipe réduite, pas de superviseur sur place. Kevin Beats n'est pas à la mine. Il a géré les opérations de jour et est rentré chez lui. L'usine qui est censée alimenter la plus grande coupe de Scribner Creek, 24 heures sur 24, est à l'arrêt. Et l'homme chargé de la faire fonctionner se tient dans l'obscurité en regardant un rocher qui ne devrait pas être là. C'est le moment qui sépare un mineur en activité de quelqu'un qui cherche à en devenir un. Beaucoup de gens dans cette situation paniquent et prennent le téléphone pour appeler le patron sans avoir de solution à portée de la main. Ils décrivent le problème d'une manière qui montre clairement qu'ils attendent qu'on leur dise quoi faire. Taven appelle des renforts. Puis il commence à travailler sur le problème lui-même pendant qu'il attend. La cavalerie arrive et la solution fonctionne. Chelsea Marsh et Tyler Potter arrivent en avance de l'équipe de jour. Ils s'arrêtent, regardant la machine, regardant le bloc rocheux coincé dans la trémie et commencent à travailler sur le problème avec Taven. L'approche est la suivante. Creuser un passage sous le rocher, faire passer une chaîne dans la trémie, enrouler cette chaîne autour des barres du Grizzly situées au-dessus du rocher, puis activer le vérin hydraulique du Grizzly pour soulever le rocher et le dégager du convoyeur. La machine qui a permis l'échec va être utilisée pour le corriger. David grimpe dans l'espace étroit situé sous l'alimentateur. C'est sombre et exigu et tout ce qui s'y trouve est recouvert de boue humide. Il travaille au feeling, en positionnant la chaîne en l'enfilant de l'autre côté, où quelqu'un d'autre en saisit l'extrémité et la remonte jusqu'au Grizzly. Un guide est au-dessus. Cela prend du temps. Personne ne se précipite. Tout le monde reste concentré. Taven va sauter là-dedans, fouiller un peu partout. Nous allons passer la chaîne par le haut et entourer les barres du Grizzly avec la chaîne, et nous allons essayer de la secouer un peu pour voir si nous pouvons faire sortir la pierre à l'intérieur du nourrisseur. Le plan est expliqué simplement: passer la chaîne par le haut, entourer les barres du Grizzly et essayer de la secouer pour faire sortir la pierre à l'intérieur du nourrisseur. Les Grizzlies redescendent en position. La chaîne est enroulée autour des barreaux. Un homme vérifie la connexion depuis le sommet. Un autre contrôle par le bas. Tout le monde se regarde. C'est le plan. Si cela fonctionne, l'usine fonctionnera à nouveau dans les minutes qui suivent. Si cela ne fonctionne pas, il recommence. Le vérin hydraulique s'active. La chaîne se tend. Tout le monde recule. Une seconde, rien ne bouge.
La chaîne est entièrement chargée tendue entre les barres du grizzly et le rocher en contrebas. Le bélier pousse tout ce qu'il a dans ses barres. Le rocher se trouve exactement là où il se trouve depuis qu'il est passé à travers il y a plusieurs heures. Puis il se déplace. Un grincement sourd de pierre mouillée contre l'acier. Quelques millimètres d'abord, puis plus. Le bloc rocheux tourne dans la trémie. Il brise l'angle qui le retenait et se libère tombant de la face du convoyeur. La résistance a disparu. Quelqu'un de l'équipe dit que c'est à peu près ce qu'il y a de plus gros. Le convoyeur d'alimentation commence à tourner. L'installation de lavage se remet en marche. L'usine de Kevin fonctionne à nouveau. Taven, qui reprend son souffle sur la plateforme au-dessus de la machine, résume simplement la situation un peu chaotique, mais l'usine fonctionne, et c'est ce qui compte. Tout ce qui concerne Taven Peterson ces 2 dernières semaines se trouve dans cette phrase. L'usine est en marche, c'est ce qui compte. Pas la crise, pas la solution improvisée, pas le fait qu'il ait mené à bien l'opération dans l'obscurité, avec une seule autre personne et une chaîne empruntée. L'usine est en marche, passez à autre chose. L'évaluation de Kevin et le poids de l'or. Kevin arrive le lendemain matin et reçoit un compte-rendu complet. Le bloc est passé par les Grizzlies, l'usine s'est arrêtée au milieu de la nuit. L'équipe de nuit a fait passer une chaîne dans le vérin hydraulique et a remis la machine en marche avant le lever du soleil. Il dit à David « Bon travail ». Rien d'élaboré. 2 mots d'un homme qui sait exactement ce que coûte le maintien d'une opération pendant une nuit comme celle-là. En ce qui concerne Taven, en particulier Kevin, dit qu'il semble avoir été très excité pour une première nuit de travail et que l'utilisation des barres Grizzly pour soulever la roche était un bon plan. Pas mal du tout pour une première nuit de travail. Pour quelqu'un qui a passé la semaine précédente à se faire dire qu'il n'avait pas sa place dans l'équipe de Parker Schnabel, cette reconnaissance silencieuse a un poids réel. Kevin n'est pas du genre à faire des éloges qu'il ne pense pas. Il a examiné la situation, évalué la solution et l'a qualifié de bon plan. Venant de Kevin Beats, cela signifie que Taven sera encore là demain. Mais Kevin a de plus grandes préoccupations ce matin. 2 semaines de fonctionnement du Sphinx, 24 heures sur 24 chaque équipe, poussant chaque machine travaillant à plein régime sur un terrain tout neuf qui n'a pas encore produit de chemin. Aujourd'hui, les chiffres arrivent. Il s'attend à recevoir au moins 200 onces. Quelle serait sa meilleure performance de la saison jusqu'à présent? La balance ne négocie pas. Il commence à compter 10 onces, 20, 50,cent,20. Les pots continuent d'arriver. 158, le deuxième pot continue. 160, 160, 10, 180, 200, est toujours en hausse. Compte final. 245 onces, soit 876 000. Le meilleur chemin de l'or de Kevin pour toute la saison. Un bond de 80 onces par rapport au total de la semaine précédente. La coupe Sphinx produit exactement ce que Kevin a parié qu'elle produirait, et même plus. 2 semaines de course à pied non-stop, c'est toujours agréable. Oui, c'est bien. Cela prouve que les efforts qui valent la peine d'être déployés sont payants. Absolument. Oui, c'est un très bon garçon. 250 onces. Ce n'est pas mal du tout. Non, c'est plutôt bien. Je veux dire, tant que nous gardons une bonne équipe. Il s'adapte même à tout le monde. Il nous aide à continuer 24/7, il nous rapproche de l'objectif de 2011. Oui, Kevin dit que c'est plutôt cool l'euphémisme de toute la saison au Yukon. 2 semaines de course non-stop. Une coupe que personne n'avait touchée avant cette saison. Près d'$1 million dans un plateau sur la balance. Il dit que cela en vaut la peine. Continuons à le faire. C'est le véritable enjeu de cette saison. Il y a 1 semaine, Taven Peterson se tenait dans le gravier à l'extérieur de l'exploitation de Parker Schnabel, avec son équipement dans les mains, sans emploi à la mi-saison. Il a parcouru le Klondike en voiture et a frappé aux portes jusqu'à ce qu'une s'ouvre. Il a pris un poste de nuit que personne ne surveillait. Et lorsque la machine est tombée en panne la première nuit, il a maintenu l'opération dans l'obscurité jusqu'à ce que l'équipe de jour puisse arriver plus tôt et la remettre en marche. Aujourd'hui, il a 1 semaine de travail avec une nouvelle équipe. Il a maintenu en vie une usine de lavage d'$250 000 lors d'une crise due à des blocs rocheux la première nuit. Et Kevin Beats vient de faire son plus gros nettoyage de l'année sur la coupe même que Taven a nourri 24 heures sur 24. Le contraste est difficile à ignorer. Parker a renvoyé Taven parce qu'il n'avait pas suivi les instructions, pour avoir fait les choses à sa façon, au lieu de les faire à la façon des opérations. Le premier vrai test à son nouveau poste l'a obligé à improviser complètement dans l'obscurité, avec une équipe réduite sans cahier des charges et sans superviseur.
parce qu'il n'y avait plus personne pour donner instruction. Et l'usine a fonctionné. Virée par le fils d'une légende, embauchée par celui d'une autre. L'usine fonctionne dès le matin. Pensez-vous que Parker a pris la bonne décision ou qu'il a relâché un mineur qui avait juste besoin d'une bonne équipe autour de lui? Donnez votre réponse dans les commentaires et abonnez-vous pour d'autres analyses de la ruée vers l'or chaque semaine.